Bonjour et bienvenue à votre podcast La science dont vous êtes le héros. Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Je me présente Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en sciences et ces héros ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche, notamment dans nos institutions universitaires. Aujourd'hui, nous accueillons un homme d'exception, qui joue un rôle d'exception, ça très certainement. Il incarne au sens propre et figuré la science, ses valeurs, ses idéaux. Il sera d'ailleurs avec nous le 12 mai prochain. Il sera accompagné de la talentueuse journaliste scientifique Marie-Pierre Elie dans le cadre de notre semaine sur la conduite responsable en recherche. Alors là, il faut l'imaginer, je le vois en ce moment là, avec la cape et le S de Superman sur le poitrail, mais le S, c'est pour science. Il est le scientifique en chef du Québec. Rémi Quirion est avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Quirion, bienvenue. Oui, bonjour, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment honoré. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Rémi Quirion, depuis le 1er septembre 2011, Rémi Quirion occupe le poste de scientifique en chef du Québec. Il préside le conseil d'administration notamment des trois fonds de recherche du Québec. Donc, si vous faites de la recherche, là, il y en a plusieurs d'entre vous là, qui écoutez et qui faites de la recherche, ultimement, c'est votre patron, du moins. C'est le responsable des fonds dont vous bénéficiez pour faire de la recherche. Sachez-le. Vous l'avez vu, en tout cas, moi j'ai vu plusieurs entrevues, il est de toutes les tribunes pour défendre la science la science, le rôle de la science en société, pour rappeler son rôle à cette science en société, pour maintenir ce lien de confiance entre la science et la société. Monsieur Quirion, comment décrivez-vous votre rôle? Quel rôle souhaitez-vous jouer dans notre société? Tu as mentionné le patron des chercheurs, chercheuses au Québec. Je dirais plutôt le motivateur. Ah oui? Il est là pour essayer d'appuyer, de motiver, de stimuler nos équipes de chercheurs, nos étudiants, la relève, le lien avec nos concitoyens. Donc, c'est un peu le rôle que je vois. Bien sûr, là, j'ai un rôle à l'interne au gouvernement du Québec comme conseiller, comme aviseur, gouvernement dans plusieurs facettes de la recherche et de l'innovation, mais le lien avec la communauté scientifique est très important. Donc, merci. Dans votre mandat, je lisais le mandat, j'aime ça, voir quels sont les rôles attitrés. Ma femme travaille au gouvernement, donc j'aime bien voir là, c'est quoi les tâches plus officielles qu'on vous assigne. Monsieur Quirion, dans votre tâche, on mentionne promouvoir évidemment l'excellence en recherche, donc être le motivateur, le grand motivateur, c'est ce que vous mentionnez, mais aussi faire la transition entre la science et le politique. On voit, c'est une transition qui ne se fait pas nécessairement naturellement. Là. On a juste à penser à ce qui s'est passé avec nos amis du Sud, là, avec l'ancienne administration. On ne peut pas vraiment dire que la transition se faisait de façon très, très fluide. Donc, dans votre rôle, établir ce lien entre la science, le politique, c'est M. Fitzgibbon qui est là à cette tâche. Donc, établir le lien entre la science et le public, que je vous vois d'ailleurs donner plusieurs entrevues. J'ai écouté plusieurs de vos interventions à la radio, dans d'autres podcasts d'ailleurs. C'est quoi d'abord, on va commencer peut-être par le lien entre la science et le politique. C'est quoi le principal défi que vous rencontrez pour faire cette liaison-là entre la science et le politique? Moi, maintenant, là, ça fait depuis 2011 et contrairement à ce que tu mentionnais là, aux États-Unis, l'équivalent, c'est peut-être un gros mot, là, mais la personne qui est associée au bureau du président pour le conseiller sur la science, c'est une nomination politique. Donc, la personne est là la durée du mandat du président en question. Tandis que moi, ici au Québec, le poste de scientifique en chef est dans la loi.
Bien sûr, il pourrait toujours l'éliminer, mais quand même, ça fait maintenant 4 gouvernements différents, 3 couleurs de gouvernements différentes, donc survécu à tous ces changements-là. Je dirais que 2 éléments clés. La résilience, bien sûr, parce qu'il y a des changements, il y a des priorités qui changent, il y a des gouvernements qui changent, il y a Mhm. des ministres qui changent, et aussi la confiance, établir un lien de confiance avec les patrons, avec les élus. Fait que ça, je pense, c'est 2 des éléments là, très importants. La résilience parce qu'on doit s'adapter rapidement à Ben oui. différentes situations. On a eu j'ai été au cours des années, des fois avec le ministère de l'Éducation, des fois l'enseignement supérieur, maintenant économie, innovation. Donc, on bouge la science et la recherche, ça va d'un ministère à l'autre. Donc, il faut être capable de s'adapter. Ben Et oui. aussi, comme je disais, qu'il y ait la confiance des élus. Des élus. Puis avec le public, on vous voyait là, intervenir un peu partout. À quoi ça ressemble avec ben, la relation, votre rôle, je dirais, votre relation avec le public? Comment ça se passe? Tout ça, c'est quoi les défis? Je dois dire que c'est assez positif. On est quand même, je pense, chanceux au Québec. Là, le public, la société québécoise en général apprécie les scientifiques, aime la C'est science, vrai. aime la recherche, et aime en entendre parler. La pandémie a accéléré tout ça, augmenté de C'est beaucoup vrai, la hein? visibilité de chercheurs dans toutes les disciplines, là, beaucoup plus sur la place publique. Donc ça, c'est très positif, ça demeure très positif. On a eu beaucoup de sciences ouvertes. C'est certain qu'avec ça, ben, des fois vient contrepartie, c'est peut-être là, les fausses nouvelles, la désinformation. Donc, c'est sûr qu'on s'est fait rentrer dedans des fois aussi Ben oui. par certains membres du public, mais ça fait partie de notre travail, je pense. C'est vrai. Si on prend peut-être la partie plus positive que vous venez juste d'aborder, c'est quoi c'est quoi les idéaux quand le public, je dis le public comme si c'était quelqu'un, là, mais lorsque vous rencontrez des personnes du public, c'est quoi les idéaux que le public rattache à la science? C'est quoi, comment ils s'imaginent, parce que vous avez fait de la recherche aussi, mais lorsqu'ils se conçoivent la science, c'est quoi les idéaux qu'ils rattachent à cette science? Je pense que très souvent, là, on va penser, par exemple, à l'exploration spatiale, aller sur la Lune, les vaisseaux spatiaux, le Challenger. Ça fait toujours rêver. L'explorer, Euh, là, explorer, aller chercher un monde meilleur. Oui, voilà. un peu la même chose au niveau des océans, aussi toutes les créatures qui existent dans nos mers. Donc ça aussi, c'est toujours fascinant. Et aussi le processus, je pense que les vaccins, on en parlait moins avant, là, on en parle beaucoup. Donc ça aussi, ça fascine beaucoup. Il y a beaucoup de questions, mais comment on développe un vaccin? C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que ça prend? Quelle magie en arrière de ça? Des fois, on pense que la science, la recherche, c'est un peu de la magie. Donc, ce qu'on essaie de faire, par contre, depuis un certain temps, puis il reste beaucoup de travail à faire, mais c'est de faire comprendre peut-être à notre mère, à notre père, à nos concitoyens, là, la méthode scientifique, qu'on bâtit ça tranquillement. Il y a des allers-retours, il y a des gens qui disent oui, des collègues qui disent oui, des collègues qui disent non. Donc, l'édifice de la science, ça prend du temps à Ah ouais. bâtir. Et c'est rare qu'on a des découvertes comme trouver la structure de l'ADN. Là, ça n'arrive pas toutes les semaines dans nos laboratoires. Non, ça n'arrive pas à toutes les semaines. Donc, c'est parmi les idéaux que vous avez identifiés, là, l'idée d'exploration. Donc, le côté exploratoire, je dirais, de la science, aller dans des terrains inconnus, peut-être au sens propre et figuré. Puis la méthode, je dirais, la rigueur, comment que tout ça, qu'est-ce qui nous permet de valider quelque chose et d'invalider quelque chose. Du moins, c'est ce que je cible. Parlons toujours de ce public. C'est quoi les erreurs, parce que vous connaissez bien la science. Donc, c'est quoi les erreurs de perception que ce public peut se faire à l'endroit de la science? Ben, c'est peut-être un peu, comme je le disais, là, de penser lorsqu'on obtient un résultat scientifique, c'est du béton. Hein, Ah oui, il n'y a pas personne qui va dire le contraire, personne. Et dans la majorité de la recherche, la majorité des sciences, qu'elles soient des sciences qu'on appelle plus pures ou des sciences sociales, sciences humaines, il y a beaucoup d'allers-retours, c'est rare, là, lorsqu'on a peut-être en physique le boson de Higgs, ben on l'a,
ou on l'a pas. Mais lorsqu'on est en biologie, lorsqu'on est en médecine, lorsqu'on est en sciences sociales, sciences humaines, en chimie, en biologie, il y a beaucoup plus d'aller-retour là. Et oui, on bâtit tranquillement sur des données, mais c'est pas du tout rien. Là. C'est Fait que vrai. peut-être que des fois la perception est ils ont dit ça. Hein, on a découvert le gène, un des gènes contre un certain type de cancer. Donc là, maintenant, on va avoir une cure dans 6 mois. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Là, donc, c'est Non, beaucoup plus compliqué. c'est vrai. Donc, des fois, ça peut être un peu déprimant pour nos concitoyens, pour le public. Là. Mais c'est peut-être là qu'il faut expliquer davantage la méthode La scientifique. méthode, oui. Formée de doutes souvent, beaucoup plus que de certitudes, puis de leur réexpliquer que ces vérités-là sont temporaires, sont solides, mais pourraient être changées invalidées peut-être par d'autres méthodes encore plus rigoureuses, encore plus fouillées. Oui, vous avez raison, il y a peut-être cette erreur-là de perception du public. Votre rôle, donc, aller vers ce public, lui rappeler je dirais les idéaux de la science, la vérité, la méthode, vous en avez parlé, la curiosité, explorer, la rigueur, tout ça. Donc, pousser la science vers le public, vers les élus. On en a parlé, qui représentent ce public. Donc, une science qui d'abord influence le public. J'aimerais aussi aborder le mouvement contraire. Donc, la science qui influence le public, mais aussi le public qui influence le cours de la science. C'est une voie qu'on n'explore pas toujours, mais l'influence, je dirais, du politique sur la science, en effet, votre rôle au FRQ, donc comme principal organisme qui finance la recherche. Donc, ce financement donne aussi au pouvoir politique justement un pouvoir sur la recherche en sciences, parfois influence le cours de la recherche en sciences lorsqu'on va cibler des enjeux sociaux pertinents, urgents. La recherche sur la COVID, là, je pense que c'est un bon exemple. Mais en faisant cela, en finançant ces recherches, ça vous donne aussi, c'est ma transition, ça vous donne aussi des pouvoirs pour imposer certaines règles, certaines conditions aux chercheurs qui sont financés par ce même public. Donc oui, faire de la recherche, explorer, mais pas n'importe quelles conditions, pas n'importe comment. Donc là aussi, il y a une intervention, je dirais, du politique en cette manière. Parmi les conditions d'exercice du chercheur, il y a celles qui sont liées à la conduite responsable en recherche. Vous voyez le lien que j'essaie d'établir, là. Donc, le politique intervient, je dirais, votre rôle aussi via cette voie, c'est-à-dire on finance la recherche, mais pas à n'importe quel prix. Puis on va vous imposer quelques contraintes, notamment une conduite qui est liée à celle qui est qualifiée de responsable en recherche. Donc, via le financement, le FRQ impose ou propose, du moins minimalement, aux chercheurs une forme de comportement qui respecterait l'esprit de la conduite responsable en recherche. Vous, comment définissez-vous? Nous, on a notre conception de la conduite responsable en recherche, mais au FRQ, comment définissez-vous la conduite responsable en recherche? Bien, comme tu m'as mentionné, le financement de la recherche via les fonds de recherche du Québec, ça vient du gouvernement. C'est des données publiques, c'est les payeurs de taxes, Ben oui. vous et moi, qui paient pour ça. Donc, on peut pas faire n'importe quoi avec ces sous-là. C'est sûr qu'on peut pas dire, moi, j'ai une subvention de recherche, je vais aller passer 6 mois à Miami. Là. Ça fait pas partie. Donc, oui, il y a certaines conditions associées à l'octroi de financement. Une des premières, c'est vraiment l'excellence. Et l'excellence, on peut toujours discuter, ça veut dire quoi, là, mais c'est certain que c'est pour moi, ça, c'est pour moi qui décide. Là, c'est des comités de pairs qui regardent les propositions que l'on reçoit et qui disent, bon, celle-là est meilleure que l'autre. Donc, certainement, ce volet-là est important. Aussi, en termes de données, être capable de reproduire les résultats de recherche. Si on travaille sur un projet quelconque, si on est capable d'obtenir un résultat une fois et par la suite jamais être capable de le répéter, quand on dit être responsable en recherche, il faut être capable de reproduire les résultats et il faut que des collègues intéressés par la même problématique, en leur fournissant les protocoles de recherche, puissent aussi être capables de reproduire les résultats. Donc, cet aspect-là là, de reproductibilité des résultats, très, très, très important, et ça fait partie de la conduite responsable en recherche.
Bien sûr, dépendamment des types de recherches que l'on fait, en plus de ça, bien lorsque ça implique des humains, il y a toute l'éthique de la Ben recherche oui. clinique. Lorsqu'on travaille on collabore avec des sujets humains. Pour les animaux, c'est un peu la même chose. Là, récemment, on a développé un plan d'impact de la recherche sur l'environnement. Ah oui. C'est pas encore une règle formelle, mais au moins pour sensibiliser les chercheurs en disant, ben, quand on fait de la recherche dans tel secteur, est-ce qu'on pense qu'on a un impact? Ça peut avoir d'impact éventuellement sur l'environnement. Donc, vraiment sensibiliser les chercheurs sur la recherche que l'on fait, comment on peut impacter la société. Et ça fait très certainement partie de la conduite responsable en recherche. De plus en plus, la recherche se fait en réseau, se fait en équipe, et on peut pas dire, bon, ben moi, c'est moi qui ai tout fait. Là. Souvent, c'est des équipes de collaborateurs, des étudiants, donc donner le crédit un peu à tout le monde, c'est très important aussi. C'est vrai, finalement, il y a plusieurs thèmes qui sont recouverts, je dirais, par la conduite responsable en recherche. Est-ce qu'il y a des normes en tant que telles? Est-ce qu'il y a des lois, des règles? Est-ce qu'elles sont écrites ou c'est seulement des règles non écrites là, qui se transmettent je sais pas, par la personne qui parle le plus dans un laboratoire ou comment ça fonctionne, ces Non, il règles-là? y a vraiment, il y a des règles de ce côté-là, là, au niveau fédéral et au niveau provincial, là, la conduite responsable, nos règlements de conduite responsable en recherche. Et les gens sont au courant, on inclut ça dans les lettres d'octroi, il y a des formations au besoin. Là. Au Québec, Par c'est la exemple, politique sur la conduite responsable en recherche, responsable c'est en ça? chef. Ouais. C'est ça. Et c'est très semblable à la politique fédérale parce que, bien sûr, les chercheurs québécois sont financés à la fois par le gouvernement fédéral et le Ben gouvernement oui. québécois. On veut avoir un peu les mêmes règles. Puis, ils sont assez semblables, je dirais, à ce Oui, qu'on trouve un peu partout dans le monde aussi. Là. C'est pas très, très différent. Dans les non, pays, je veux dire, peut-être plus l'Europe et les États-Unis, c'est assez semblable à nous. Là. c'est vrai. Puis au fédéral, c'est le cadre de référence des trois Ouais. organismes, Les trois conseils. des trois Ouais. conseils. Donc oui, effectivement, ces normes-là sont là, sont bien, se ressemblent, je dirais, du provincial au fédéral. Puis donc pour les chercheurs là, qui nous écoutent, si vous vous demandez, moi je me rappelle quand j'avais commencé à travailler sur la conduite responsable en recherche, je me disais, est-ce qu'il y a parce que je travaillais aussi avec les ingénieurs ils ont un code de déontologie, il y a des normes, c'est clair. Puis là, je me disais, est-ce que les chercheurs ont des normes aussi claires? Puis, ben oui, je pense que vous avez raison de les rappeler. Là, ils sont là, il faut juste les chercher un peu, mais ce sont ces Ouais. politiques-là qui sont imposées via le financement. Vous êtes financé, donc éventuellement, il faut suivre ces codes, ces règles. OK, ben, on va parler, j'aimerais aborder avec vous peut-être le thème plus difficile, Monsieur Quirion. Tiens, je vais mettre le ton grave pour faire comme si c'était important. Mais il faut l'aborder. J'aimerais parler avec vous peut-être du contraire, c'est-à-dire l'inconduite en recherche. Vous le savez, vous avez fait de la recherche en neurosciences, donc vous connaissez bien le terrain. Là, vous avez publié des travaux majeurs, entre autres sur l'Alzheimer. Je me rappelle que mon directeur de recherche à l'époque travaillait sur une souris transgénique là, avec l'Alzheimer. Puis on avait lu évidemment vos travaux. Donc, vous connaissez bien la réalité de la recherche. Les chercheurs, ils sont beaux, mais ils sont humains. Ils ont des failles comme nous tous, des fragilités. Ils sont soumis en plus à toutes sortes de pressions propres à leur système. Là, on a juste à penser au publish or perish, là, donc la pression de publier, la pression d'agrégation, entre autres, des jeunes profs, c'en est une. En plus, ajoutons à cela qu'ils portent souvent plusieurs chapeaux, là, donc gestionnaire d'un lab, mentor d'étudiants aux études supérieures, patron de postdoc, enseignant, entrepreneur même. Puis en plus, on leur ajoute des tâches d'administrateur. Comment les FRQ font-ils pour que les chercheurs ne s'éloignent pas trop justement de ces idéaux de la recherche, hein? Ça fait plusieurs pressions, plusieurs chapeaux. Comment fait-on au FRQ pour nous assurer que tout ce beau monde-là, malgré leurs failles, ne s'éloigne pas trop là, des idéaux qu'on a ciblés dans les normes? Oui, c'est une très bonne question. Je dirais que globalement, l'ensemble des chercheurs, des étudiants respectent toutes les Ben règles oui. de la conduite responsable en recherche. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les partenaires, que ce soit les universités ou les collèges.
finalement la conduite responsable en recherche. Les dirigeants des universités sont bien au fait de tout ça. Et c'est eux, à l'intérieur des différents départements, des différentes facultés, c'est eux en premier lieu. Par exemple, s'il y avait peut-être on pense que quelqu'un peut falsifier des données Ouais. ou il y a un problème avec la supervision d'étudiants, c'est au niveau, je dirais, local, c'est au niveau de l'université, la première étape. Donc, l'université, le Le département, lieu où se fait la recherche, là, c'est eux qui prennent en eux charge ça. vont faire un première tour de roue, je dirais, là, Ben oui. pour voir, bon, est-ce que cette plainte-là, c'est juste, là, vendredi soir, quelqu'un frustre un peu, puis dit, ah, ben, mon patron est épouvantable. Ça se peut. Est-ce que, bon, ça se peut, puis je l'ai probablement déjà fait aussi. Un peu frustré pendant la pandémie. Mais, donc là, il y a une première étude qui se fait et à l'intérieur de processus assez normés dans chaque université, puis c'est assez semblable d'une université à l'autre, là. Donc, eux vont regarder s'il n'y a pas de problème. Nous, on en entend, ça semble pas être un problème réel, nous, on n'entend jamais parler. Si ça semble que oui, il y a peut-être un problème d'inconduite en recherche, ben là, ils nous envoient ça chez nous. Et là, c'est pas nous directement qui regardons, c'est pas les 3 fonds de recherche, c'est qu'on a un comité aviseur d'experts qui est externe au Fonds de recherche du Québec, qui se rapporte aux 3 conseils d'administration. Et eux regardent tout ça sur la base des informations qu'ils ont eues des universités. Est-ce qu'on pense qu'il y a vraiment une conduite? Est-ce qu'il y a une faute grave? Est-ce qu'il n'y a pas de faute grave? Et là, à ce moment-là, s'il y a une faute un peu plus grave, ben là, on va dire, bon, par exemple, un chercheur on pourrait lui dire, ben là, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu ne pourras pas appliquer pour des subventions de recherche, tu ne pourras pas superviser d'étudiants, etc., etc. Mais bien sûr, ça se fait aussi en partenariat, en collaboration avec les dirigeants académiques. Très intéressant. Donc, ben, on commence, c'est ça, par la base, je dirais sensibilisation, éducation, surveillance, vous avez mentionné, mais là, ici, c'est la surveillance dans les lieux où se font la recherche, éducation, oui, enquête et éventuellement sanctions. Vous avez mentionné un peu le genre de sanctions qu'on peut donner, c'est-à-dire tout à coup, on vous prive de vos fonds de recherche ou on vous prive du droit de postuler sur certaines subventions, bourses. C'est quoi ben, je dirais avec 2, là. C'est quoi... est-ce que c'est fréquent? Tiens, commençons par ça. Est-ce que on dit que c'est rare, donc, mais à combien c'est rare, là? C'est ce genre de comportement-là, puis qui s'accompagne de sanctions, là? Oui, je pense que oui, globalement, c'est rare. Au Québec, au Canada, c'est quelques cas par année et la gravité des cas fait pas les manchettes, par exemple, dans les journaux, là, parce que c'est pas relié à un décès d'une personne, si c'était de la recherche clinique. C'est pas une fraude majeure en termes d'argent, par exemple, d'avoir utilisé les subventions pour faire totalement autre chose, là, s'acheter une maison quelque part. Il n'y a pas de cas aussi grave que ça. On est chanceux, là. Ça Ben veut pas oui. dire qu'il y en aura jamais, mais à date, on n'en a pas eu. Les cas qu'on voit, c'est plutôt ça. Des fois, c'est des erreurs, probablement des erreurs de bonne foi, mais quand même, vous n'avez pas, par exemple, un des collaborateurs n'a pas été, le nom du collaborateur ou de la collaboratrice n'a pas été soumis sur une publication. Bon. Fait que là, il y a eu des études là-dessus. Est-ce que vraiment c'est avéré oui, vraiment quelqu'un à dessein a décidé de ne pas inclure un des collaborateurs? Ben là, la personne peut être sanctionnée en disant pour 2-3 ans ou je sais pas quoi, là, tu n'auras pas droit d'appliquer pour des subventions. Des fois, c'est le lien entre le mentor et l'étudiant, où là, il y a eu des frictions, des problèmes. Donc là aussi, une question de peut-être prendre des formations en termes de mentorat, comment superviser, parce que, comme tu le disais, on arrive comme prof à l'université et du jour au lendemain, tu as plein de chapeaux et souvent, on n'a pas vraiment la formation pour tout ça. Fait que ça se passe bien dans la majorité des cas, encore une fois, mais des fois, il y a des exceptions. Ben oui. Et là, dans ce cas-là, ben là, je peux dire peut-être que prendre une formation
du côté administration d'équipe, du côté mentorat, du côté leadership. Fait que ça aussi, ça arrive que ça peut être des sanctions qu'on peut donner. Donc, c'est ça à peu près les sanctions les plus communes, c'est-à-dire qu'on impose une formation, entre autres, une formation sur la conduite responsable ou d'autres, là, d'autres sujets, dépendamment des gestes qui ont été commis. Les autres sanctions on peut priver du financement, priver du droit de postuler, encore une fois, sur des bourses. Donc, ça ressemble à ça, les sanctions les plus communes? Oui, oui, au Québec, au Canada, en général, c'est à peu près ça. En même temps, si on dit ben la personne ne peut pas appliquer pour des subventions dans le futur, ben, en même temps, elle ne peut pas être membre de comité de pairs. Là. Donc ça va un peu ensemble, là, qu'ils seront pas, ils vont être sur la liste noire pendant un certain temps là, pour être membre de comité de pairs. Comme Et très le code noir, là, comme le Québec en ce moment, on est passé par là. ouais, c'est ça. Et très souvent, c'est un peu semblable au provincial et au fédéral, parce que très souvent, encore une fois, les équipes de recherche sont financées à la fois du Québec et du Canada. Donc, il peut y avoir un peu le même, l'équivalence en termes de règles, puis de dire, ben là, vous n'aurez pas le droit d'appliquer pour des subventions pendant un certain temps. Donc, souvent, ça arrive, par exemple, aux IRSC à Ottawa, les mêmes choses au Fonds santé ici au Québec. Là. Bon, ben, c'est intéressant, mais je voulais peut-être revenir sur les pressions. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu des pressions organisationnelles, structurelles, de pressions de publication, pression d'agrégation, conflits de chapeau, tout ça. C'est quoi est-ce que les FRQ interviennent directement sur est-ce qu'elles proposent des modifications qui sont peut-être plus structurelles? Qu'est-ce que le FRQ peut faire pour modifier structurellement le monde de la recherche pour justement réduire ces pressions sur les chercheurs là, avant même qu'ils soient tentés de poser des gestes là, qui sont délicats, sinon fort maladroits? C'est quoi que les FRQ peuvent faire là, structurellement pour bonifier le système? C'est une très bonne question aussi, et on l'a vu, il y a eu de très, très, très bons côtés avec la pandémie. Là, la science n'a jamais été aussi présente, mais en même temps, dans certains cas, il y avait une pression encore plus forte de produire rapidement un vaccin, par exemple, là, ou de connaître le mécanisme d'action du virus, etc. Enfin, il y avait des pressions énormes dans plusieurs pays dans le monde, et ça a été difficile pour certaines équipes. Donc là, moi, nous, on a commencé à faire des choses, mais je le mettrais sous le chapeau là, d'un autre rapport sur lequel j'ai travaillé beaucoup, l'Université du futur, à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, c'est d'arriver, et là, on va avoir besoin de travailler très étroitement avec les universités, avec les collèges, pour dire, ben, dans un cursus académique où il y a différents volets. Et bien sûr, nous, Fonds de recherche, on est plus sur le financement, le volet financement de la recherche, publication, formation, supervision d'étudiants, mais on ne doit pas reconnaître seulement ça. Donc, de changer un peu nos modèles d'évaluation en disant, bon, vous nous soumettez une proposition de recherche, votre projet de recherche, et envoyez-nous, par exemple, là, et ça s'en vient, là, vos 2, 3, 4 meilleures publications. Oui, je me rappelle. On ne veut pas avoir le catalogue de tout ce que vous avez fait. On ne veut pas avoir une liste là, de 40 articles là, qui intéressent peu de personnes. Là, on veut vos 5 le plus pertinents et forts. Là. Oui. Et ça s'en vient de plus en plus. Fait que là, on dit là, on a vraiment besoin de pairs autour d'une table pour analyser la proposition de recherche. Sinon, on a besoin juste de quelqu'un qui calcule les facteurs d'impact puis divise par 40. Là, puis on n'aura pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc, ça, changer, c'est un changement de culture à faire, mais quand même, changer ça pour dire ça, c'est un morceau très important, bien sûr, de l'évaluation d'une demande de subvention, puis la même chose probablement pour une promotion académique. Mais on devrait donner des vrais points pour, par exemple, quelqu'un qui fait de la communication scientifique, qui fait de la vulgarisation, qui a d'autres activités dans la société, qui, bien sûr, aussi fait de l'enseignement. Mais très souvent, quand j'étais sur des comités de pairs, par exemple, il y a des gens qui le faisaient, et là, on se dit, oui, c'est beau, il a fait ça, mais ça compte pas vraiment. Il aurait dû publier 2 papiers de plus dans Nature. Donc là, maintenant, c'est d'arriver et de dire, bon, on donne des points pour le projet, bien sûr, mais on donne des points aussi. C'est pas juste là, qualitatif, mais quantitatif
pour dire oui, cette personne-là, ils l'ont fait beaucoup et ça compte dans une promotion. Donc ça, on va essayer d'aller de plus en plus vers ça aussi, là, pour que ça repose pas nécessairement toujours juste sur le nombre de publications. Là. C'est Et vrai. obligé dans un sens, les reviseurs, les membres de comité de pairs, plutôt que d'avoir une épaisseur d'articles, de dire, ben là, vous en avez deux, trois, là, ben, on prenait le temps d'y lire. Et pour que ça soit basé sur une lecture de ce qui est soumis comme publication, pas juste là, des titres et des facteurs d'impact dans des revues quelconques. Là. C'est intéressant. Donc, agir justement sur notamment sur cette pression de publication. On le voit que ça. En tout cas, moi, je l'ai vu que ça pouvait fonctionner. Là, tout à coup, au lieu que ce soit important de publier 20 articles par année, là, ben non, on va juste en faire. L'important, c'est d'en faire un, mais un très bon. Donc, c'est une autre sorte de pression sur la publication, au lieu d'aller sur le nombre qui entraîne toutes sortes de comportements étranges, là, où on veut publier, mettre son nom partout. Non, on veut que les travaux soient substantiels, contributifs, vraiment à la valeur de la science en société. Vous avez parlé aussi de la pression. C'est intéressant l'exemple que vous avez mentionné, la pression pendant la COVID, où on veut des recherches, on veut que les résultats sortent vite. Puis on voit ce que ça peut, comment ça exige de la science pour qu'elle reste rigoureuse. Là. Ça demande une structure qui est forte en place, là, parce que ça peut vraiment être tentant de publier un peu vite les résultats, puis imaginer là, quels seraient les impacts s'il avait fallu pendant la crise de la COVID qu'on découvre qu'une de ces études-là a été mal conçue ou qu'on a tourné les coins ronds. Tu sais quoi les impacts que ça aurait pu générer là, d'avoir une étude qui sorte comme ça? Là? On en a vu un peu là, avec certains médicaments, là, en disant c'est un médicament miracle, là, puis finalement, Ben ça oui. s'avérait pas vrai. Et même qu'il y avait le président américain qui disait que lui Ben oui. en consommait, en buvait presque. Là, mais c'est sûr. Et là, ça c'est l'impact un peu plus négatif de tout ça. Quand la science est très publique, quand il arrive des événements comme ça, ben là, ça peut être le citoyen peut dire, ben, c'est quoi cette histoire-là? Là? Ils font n'importe quoi. Il y avait aussi, dans certains pays, là, une prime à la publication rapide lorsqu'on sortait des résultats par rapport à la COVID. Donc ça, je pense que maintenant, avec tous les aspects de sciences ouvertes, là, ça commence libre accès à la publication, là, ça a été renversé. Comme par exemple en Chine, il y avait des professeurs qui recevaient des bonus incroyables là, pour publier dans Nature ou dans Science. Donc ça, le gouvernement chinois dit, ben là, on met un haut là à tout Ben ça. oui. Là. Ça arrive ailleurs aussi, mais essayer de changer ça dans le futur pour avoir moins de pression sur les publications. Nous, on peut faire notre part, mais c'est sûr qu'à l'intérieur des universités aussi, l'évaluation des promotions, il va falloir que ça soit en lien avec ça aussi, là, parce que des fois, les pires dans l'évaluation, c'est nos collègues dans le même département que nous là, qui disent ben, pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Tu aurais dû écrire un papier de plus. Là. Bon. Ben, c'est une belle transition vers ma dernière question, M. Quirillon. L'entrevue achève, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci encore pour votre générosité. Ben, justement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, à l'Université Laval, pour mieux protéger la crédibilité de la science, pour mieux protéger, je dirais, les chercheurs de leurs propres failles, tiens, pour reprendre encore ce thème-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître la confiance du public envers la science? Je pense que d'aller rencontrer ce public-là, et comme il y en a plusieurs publics, bien sûr, là, mais d'être disponible. Il y en a qui aiment le faire et qui le font très bien, d'autres qui n'aiment pas ça du tout. Ben là, peut-être qu'il ne faut pas les obliger non plus, là, parce que mais pour les gens qui aiment faire ça, je pense que d'aller vers nos concitoyens, d'expliquer la méthode scientifique, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi avec des programmes qu'on a maintenant comme dialogue et comme engagement. Engagement, c'est un peu je dirais, de la science participative, de la Oui. science citoyenne. Et ça, c'est pas pour le résultat du projet comme tel. Pour moi, c'est correct s'il y a un résultat qui est intéressant, mais c'est plutôt que le citoyen comprenne un peu plus la méthode, l'approche scientifique. Donc ça, je pense que c'est important. Et aussi à l'intérieur des universités, ben là, peut-être, encore une fois, en termes d'agrégation, de promotion, peut-être des critères un peu différents là, qui vont moins mettre de pression sur la publication Oui. à outrance. Et ça, c'est vrai au niveau des chercheurs, mais même au niveau des étudiants, je dirais, dans certains cas,
un certain département, on dit, ben, si tu vas avoir ton PhD, tu as besoin d'avoir 3 publications. Ben oui. Qui a décidé que c'était 3, là? Ça aurait pu être une. Puis quand tu découvres la structure de l'ADN, tu n'as peut-être pas besoin de 3, là. Ouais, Mais maintenant, on est vraiment très normé par un nombre. Et ça devrait changer, je pense, là. Et encore une fois, aller plus sur la qualité d'une bonne publication lors d'un doctorat, ça devrait être suffisant. Qualité de la science, oui, je pense que c'est un beau thème. Protéger la science, mais une science de qualité intègre. Je le disais à M. Olivier Bernard, le pharmacien, en entrevue à l'épisode 2 de ce podcast. La science est notre dernier rempart, M. Quirion. Et vous êtes notre scientifique en chef, donc notre gardien en chef de ce rempart. Merci de défendre la science publiquement, donc dans l'arène politique, médiatique, dans les réseaux sociaux, partout. Nous n'avons pas tous le courage de le faire et de le faire aussi bien. Rappelle M. Quirion, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, sera avec nous mercredi 12 mai de 9h à 10h. Donc, venez prendre un café, déjeuner avec nous pour une conférence intitulée « Les gardiens de l'intégrité à l'ère connectée ». Donc, le 12 mai, vous allez être jumelé, je le disais un peu plus tôt, avec Marie-Pierre Elie, journaliste scientifique brillante et rigoureuse. Et tout ce beau monde-là va discuter de l'importance de l'intégrité de la conduite responsable en recherche pour maintenir cette confiance, cette précieuse confiance du public envers la science et ses institutions, notamment dans le contexte de la pandémie, de la désinformation, vaccination de masse. Vous voyez, là, de beaux sujets, un beau programme. Voilà, c'est tout. Merci, M. Quirion, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. À très bientôt. On se revoit le 12 mai, donc de 9h à 10h. Allez voir les infos sur notre site sur la conduite responsable en recherche. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et notre invité, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Si les chercheurs sont les gardiens des idéaux de la recherche, qui garde les gardiens de l'intégrité, sinon notre scientifique en chef? Merci encore, c'était un honneur de vous recevoir. Et pour les autres, on se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.